Alors, ces compétences de vie, le constat étant fait, comment les enseigner? Même si on a déjà évoqué quelques stratégies. Alors, pour les suivis de consignes, on va déjà diminuer globalement. Quand on observe, en fait, là je pense particulièrement aux enfants avec autisme parce que j'y suis plus familière, quand on observe un adulte interagir, un adulte on va dire qui n'est pas spécialement formé à des approches éducatives, interagir avec un enfant avec autisme, d'autant plus s'il ne parle pas, je ne sais pas si c'est parce que du coup ils ne parlent pas et qu'alors ils sont obligés de parler pour deux ou quoi, mais on voit souvent en fait l'adulte qui parle énormément, qui pose énormément de consignes, qui va dire énormément de choses, qui ne vont pas être suivies. Et donc, du coup, une des premières choses à faire, c'est vraiment diminuer ce nombre de consignes. On va ne poser que les consignes qu'on souhaite qu'ils soient réellement réalisées, parce qu'aussi, si moi je pose par exemple 30 consignes et qu'au final, eh ben, j'exige seulement que 2 consignes soient suivies, ben, on est dans notre cas qu'on expliquait. Non, il n'y a pas de conséquence au non-suivi de consigne, donc ma consigne n'acquiert pas une valeur de consigne. Si je reprends mon petit schéma, c'est-à-dire que ma consigne qui est censée être A, suivi du comportement et une conséquence positive, et bien si je présente la consigne mais qu'elle n'est pas suivie du comportement, et ben elle ne va pas acquérir une valeur de consigne puisqu'elle n'est pas suivie. Donc, voilà, c'est important que mes consignes, je les choisisse. J'en pose pas trop, mais quand je les pose, je vais jusqu'au bout. Donc le nombre de consignes et aussi mieux les choisir, c'est ce que je viens de dire. Aménager des moments sans consigne. Il faut bien que les enfants, voilà, par exemple sur ces jeux non dirigés où ils ont le choix, on ne vient pas suggérer, lui proposer de faire ça, tiens, fais ça, machin. Non, c'est un moment libre. Il n'y a pas de consigne, point. Il y a plein de consignes aussi qu'on peut retirer qui ne sont pas utiles. Par exemple, à un enfant, quand on lui dit on va à la cantine, on les dimanches. Si l'enfant spontanément il s'engage dans des, enfin s'il commence son repas spontanément, il n'y a pas de raison qu'on lui dise ce comportement, cette consigne pardon. Et la situation elle est suffisamment évocatrice pour qu'il n'y ait pas besoin de consigne en fait. C'est la situation qui doit amener le comportement, c'est pas notre consigne. Et sur beaucoup de comportements d'enchaînement ou d'autonomie, il faut estomper ces consignes qui n'ont pas lieu d'être. Choisir les moments où on pose des consignes, donc les poser seulement quand on peut aller jusqu'au bout de la consigne, sinon perte de la valeur, comme j'ai expliqué avec mon petit panneau. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait des opportunités de choix, et sûrement pas d'opportunités de choix après un comportement médiocre, enfin de non-suivi de consigne. Ensuite, pour poser une consigne, c'est bien d'avoir forcément l'attention de l'enfant avant de la poser. Comment la voir? Alors déjà, le plus possible, et particulièrement si l'enfant voilà, il a des centres d'intérêt assez restreints, si on n'a pas ce qu'on appelle un bon contrôle de l'instruction, on va partir de situations motivantes. On va déjà poser nos consignes dans des situations qui intéressent l'enfant. Il sera plus enclin à les suivre. On va se mettre à la hauteur des enfants aussi. On diminue beaucoup ses chances qu'un enfant nous écoute si nous, on reste à notre taille d'adulte et qu'on parle à l'enfant comme ça et que l'enfant, il est là. Et il n'est pas spécialement comme ça en attente d'une consigne. En fait, il y a des fortes chances qu'il ne capte pas forcément qu'on s'adresse à lui, si ce n'est parce qu'après on le réinterpelle, on repose la consigne. Mais spontanément, voilà, c'est bien mieux de pouvoir se mettre à sa hauteur et d'attendre de capter son attention. Proche de lui, bien sûr. Hein. Quand on veut travailler sur le suivi de consignes au début, on ne va pas commencer par poser des consignes à l'autre bout de la classe. Ça peut être le critère final de notre enseignement, mais on va commencer par des consignes proches. Alors, aussi pour avoir augmenté ses chances d'adhésion, on va dire, de la part de l'enfant, c'est bien d'être voilà, dans une activité fun où on fait des choses dans lesquelles l'enfant il est engagé, il prend du plaisir. Et là, on pose notre consigne, plutôt que d'arriver et de poser une consigne. Parce qu'on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et peut-être l'enfant est déjà engagé dans des choses qu'il n'a pas envie tout de suite d'arrêter. Et aussi, c'est moi, si je suis déjà engagée dans quelque chose de fun avec l'enfant, j'ai une valeur positive à ce moment-là. Il va être bien plus enclin à suivre ce que je lui propose. Être naturel, dans le sens où on évite d'interpeller de nombreuses fois l'enfant. On voit souvent aussi dans des interventions de personnes, certains intervenants avec des enfants autistes. Michael, ouh, Michael.
Ça, c'est je mime la recherche du regard. Michael. Bref, le prénom va être dit comme ça 10 fois avant peut-être que la personne soit obtienne l'attention de l'enfant, soit même ne l'obtienne pas et finisse par poser sa consigne. Mais c'est pas un bon moyen, en fait. L'attention, il faut l'obtenir parce qu'il y a une motivation et pas en interpellant de nombreuses fois. Et en plus, c'est pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas mettre en place, mon antécédent, petit a, égale j'appelle 10 fois avant d'avoir le comportement. C'est pas ce que je cherche, c'est j'appelle une fois avant d'avoir le comportement. Et donc, c'est pas du tout quelque chose de souhaitable. Et puis, éventuellement, voilà, si l'enfant il est vraiment absorbé par quelque chose, eh ben, on peut avoir un petit contact non intrusif pour pouvoir un peu signaler notre présence et avoir au moins l'opportunité qu'il voit que nous aussi, on a peut-être des choses sympas à lui présenter. Hop. Ensuite, au niveau des consignes, il faut qu'elles soient claires, concises et directes. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux qu'un enfant aille s'asseoir, je vais lui dire assieds-toi. Je veux dire là, je parle d'un enfant qui n'a pas un niveau de langage élevé et qui est encore dans un mode de développement sur des consignes basiques, etc. Donc, je vais donner ma consigne. Je vais peut-être y associer un geste s'il n'est pas encore indépendant pour aller s'asseoir seul, mais je vais pas lui dire t'as vu, là, on a fini l'activité, alors ce serait bien que maintenant tu ailles t'asseoir. Parce que lui, il va entendre... Lui, il va entendre ça, peut-être. Et si moi, je lui apprends à répondre à des mots-clés, parce que parfois, le langage peut être comme ça difficile pour un enfant autiste, mais même pour des enfants ordinaires, hein, si les consignes, elles sont pas claires, dirigées et concises, on perd une partie des enfants. Et donc, si mes consignes sont claires, j'augmente vraiment mes chances que les consignes soient suivies. Ensuite, poser des consignes sous forme affirmative. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire avant. C'est si je dis non, il ne faut pas toucher à ça. Est-ce que l'enfant il entend toucher? Auquel cas, le ne pas peut passer à la trappe. Et le deuxième problème, c'est ok, ça, il ne faut pas le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est bien mieux de formuler des consignes sous une forme affirmative parce que c'est suffisamment clair et ça guide l'enfant sur savoir ce qu'on attend de lui, plutôt que sous une forme négative qui, un, peut ne pas être comprise, deux, n'évoque pas ce qu'on attend clairement de l'enfant. Ensuite, donner les aides si nécessaire. Donc, typiquement, on va poser la consigne. Si l'enfant ne s'y engage pas, donc là j'ai écrit dans les 5 secondes, on peut avoir un critère qui varie entre 2 et 5 secondes. On repose la consigne, on donne le modèle ou des aides plus intrusives, physiques, gestuelles, etc. Et puis, qui permettent à l'enfant de s'engager dans le comportement. On va pas incessamment répéter une consigne si elle ne permet pas à l'enfant de s'engager. Il faut qu'au niveau de mes antécédents, si j'ai besoin pour l'instant consigne plus aide, eh ben c'est consigne plus aide qui déclenche le comportement. Et c'est seulement après que je pourrais estomper mon aide. Mais si pour l'instant j'ai besoin d'une aide, eh ben je la mets en place. Et puis forcément, au niveau des conséquences, eh ben, il faut encourager, féliciter, récompenser. Ensuite, si un enfant il émet un trouble du comportement suite à une consigne, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va attendre qu'il se calme. Un enfant qui est rentré dans un comportement d'opposition, type, voilà, il est par terre, il crie, il pleure, des choses comme ça. Ça ne sert à rien à ce moment-là de continuer à poser nos consignes ou d'essayer de le raisonner. Dans tous les cas, il est en mode émotionnel et pas du tout en mode réceptif, rationnel, on va dire. Et ça ne marchera pas. Donc l'enfant s'est engagé dans son problème de comportement. On va attendre qu'il se calme. Je veux dire, typiquement, ça peut être assez rapide, 1 minute, 2 minutes. Donc on attend qu'il se calme, on attend bien, selon les enfants, entre 5 et 15 secondes qu'il soit vraiment calme, parce que certains enfants, si on attend que 5 secondes, eh ben, ça va repartir et ça va faire des vagues comme ça. Donc pour certains, il faut attendre un peu plus longtemps. Et puis, pendant cet épisode d'opposition, on va veiller à ce qu'il n'ait accès à aucune source de renforcement. Donc, si l'enfant il est par terre à crier, on va écarter les jeux qu'il aime. On va demander aux autres élèves de ne pas le regarder et de continuer leurs activités. Et puis, on va attendre que l'enfant se calme. Donc, pas de source de renforcement. Et puis, on va reposer la consigne et on va donner toute l'aide nécessaire. Et il faut toujours veiller, bien sûr, et ça fait donc partie de la gestion d'antécédents,
à ce que être en activité soit plus renforçant que ne pas être en activité. C'est-à-dire que que l'enfant il ait plus envie de participer à ce qui se déroule que de rentrer dans des troubles de comportement parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il est en échec, parce que je ne sais quoi. Mais et c'est là où ça rejoint dans tout ce qui est aménagement des activités. Ensuite, donc là on a fait le tour du suivi de consignes. Les compétences de communication fonctionnelle. Donc, enseigner des compétences, c'est-à-dire enseigner des compétences donc, pour obtenir, maintenir de l'attention des autres, arrêter, différer, éviter des situations désagréables, obtenir, maintenir l'accès à des jouets, des situations préférées. Là, je passe juste en revue les 3 domaines qui nous restent. Et puis après, je vais présenter un petit tableau sur comment on va enseigner, enfin, quelle situation on va provoquer pour enseigner, comment on enseigne et après, comment on estompe pour arriver à une indépendance sur ces comportements-là. Au niveau de tolérer l'attente ou le refus des items, on va souhaiter que l'enfant puisse avoir cette compétence aussi bien avec les adultes qu'avec des pairs, c'est-à-dire avec d'autres enfants du même âge. Donc ça va être important qu'un enfant il puisse tolérer d'attendre son tour avant d'être servi au goûter. Ça va être important qu'un enfant il attende et il tolère qu'un autre enfant utilise déjà le jouet avant qu'il puisse y accéder. Donc ça, c'est des situations aussi à travailler. Et puis les compétences d'amitié. Donc les 4 sous-compétences, enfin le domaine des compétences d'amitié, c'était le dire merci, saluer un camarade, partager ses jeux et réconforter un camarade qui ne va pas bien. C'était les 4 compétences qui semblaient les plus essentielles pour cette moyenne des 3000 instituteurs qui avaient été interviewés. Alors, dans ce dernier domaine, c'est peut-être des compétences un petit peu élevées pour nos enfants avec autisme qui ont... on le sait bien, un déficit de la communication et de l'interaction sociale. Mais bon, on peut quand même garder l'idée. Bon, le partage des jeux, ça va être important de dire merci. Bon, moi, j'estime que c'est pas une compétence de base à enseigner. Après, dans un contexte d'école, ça peut peut-être être important et ciblé. Saluer un camarade, ben oui, je veux dire, si un enfant, on va dire, ordinaire, n'obtient jamais de l'attention de la part de l'enfant avec autisme, il y a peu de chances que spontanément, il a envie aussi de s'engager dans une interaction avec lui. Et puis réconforter un camarade qui ne va pas bien. Donc ça, c'est peut-être des compétences plus avancées qui ne vont pas être ciblées d'emblée, mais par la suite, oui. Hop. Pour enseigner ces compétences... Donc en fait, dans l'étude, ils ont enseigné ces compétences de manière systématique. C'est-à-dire qu'ils ont identifié des situations qui engendraient les problèmes de comportement. Ces situations, en fait, ils ont identifié des composantes, ils les ont repris et ils les ont mis en place pour permettre de travailler les comportements problèmes. Ça va être illustré avec le tableau juste après. Lors de ces situations, donc, ils ont enseigné les compétences fonctionnellement équivalentes pour que l'enfant ne s'engage pas dans le trouble du comportement, mais qu'on donne tout de suite l'aide nécessaire pour que l'enfant s'engage dans le bon comportement de remplacement équivalent. Et puis, on a gradué la difficulté pour commencer d'une attente la plus basique, l'effort le moins dur, pour aller jusqu'à un niveau de compétence attendu. Alors, justement, je vais présenter les différentes situations qui ont été enseignées et qui ont été provoquées et les enseignements qui ont eu lieu. Donc voilà, voici le tableau en fait qui récapitule les situations d'enseignement. Donc bon, là je pense que vous ne pourrez pas forcément le lire, par contre ce sera une ressource jointe, c'est une ressource jointe à la formation, donc vous pouvez télécharger le PDF, mais aussi ce document-là pour le suivre si vous souhaitez. Donc on a dans la première colonne la situation évocatrice, c'est-à-dire, vous vous souvenez, ces situations où il y avait des comportements problèmes et qu'on a essayé de provoquer de manière assez systématique pour créer la situation d'enseignement. Après, du coup, la compétence qui est attendue et comment on l'a enseignée. Donc, au niveau du suivi de consignes, donc une des compétences attendues, c'était que l'enfant, s'il est engagé dans une activité, dans les 2 secondes, il puisse arrêter ce qu'il fait, s'orienter vers la personne et éventuellement dire oui, ou enfin montrer qu'il est en situation attentive, en gros. Donc, la situation évocatrice, forcément, c'est que dans cette situation, l'adulte, il vient appeler l'enfant.
Et donc, pour enseigner ça, ils ont fait ce qu'ils appellent le jeu. On peut faire ce qu'on appelle le jeu du bon prénom, c'est-à-dire qu'on va sélectionner 10 choses ou activités que l'enfant il aime, et puis on va l'appeler, et on va, au début, ça c'est vraiment pour initier, pour démarrer vers ce qui requiert le moins d'efforts. Et puis on va délivrer à l'enfant systématiquement, quand il répond à son prénom, ces situations qu'il aime. Donc par exemple, je vais faire André. Et donc au début, je vais être prêt, je vais être bien sûr à sa portée, comme on l'a vu, à sa hauteur. Je vais l'appeler, je vais juste exiger qu'il se retourne vers moi. Et puis je sais pas s'il aime que je le chatouille, que je le porte, que n'importe quoi. Et je vais faire ça en fait. Et puis peu à peu, je vais m'éloigner. Et puis je vais continuer à appeler pour qu'il vienne. Et puis il vient et c'est la fête. On fait une des activités qu'il aime ou je lui donne quelque chose qu'il aime. Jusqu'à ce que l'enfant y réponde systématiquement à son prénom. Après cette première étape étant acquise, on va le faire quand l'enfant il est occupé dans des choses, par exemple, qui ont plus d'importance pour lui. Et puis après, on va faire une fois sur deux, on va délivrer quelque chose de fun, et une fois sur deux, pas spécialement. Jusqu'à arriver comme ça à un ratio, voilà, à peu près une fois sur deux, ça va être une consigne agréable, ça va être suivi d'une consigne agréable, et une fois sur deux, ça va être suivi d'une consigne neutre ou moins agréable. Et on obtient comme ça, en façonnant, c'est-à-dire en partant d'une situation où il y a beaucoup de renforcement, que c'est que des choses agréables, vers une situation a priori plus ou moins ordinaire en classe, à obtenir une réponse assez systématique au prénom de l'enfant. On va aussi peu à peu augmenter notre exigence, c'est-à-dire qu'au début on veut juste que l'enfant s'oriente et après on veut peut-être qu'il dise oui ou quoi, ou pas, ça dépend du niveau de l'enfant. Ensuite, on veut bien sûr que dans une autre compétence qu'on souhaite enseigner dans le suivi de consigne, c'est que dans les 2-3 secondes, l'enfant, il initie et il réalise ce qui est attendu de lui dans un temps acceptable. Donc ça va être notre comportement cible. La situation, bien sûr que c'est l'adulte qui pose une consigne. Et puis, c'est tout ce qu'on a déjà vu, donc comment l'enseigner dans le suivi de consigne. Ça veut dire qu'on va graduer la difficulté. On va d'abord poser des consignes faciles, agréables. Donc au début, à un enfant, on va lui dire... tiens, va sauter sur le trampoline. On va lui dire, tiens, tu peux aller manger le bonbon là-bas. Bref, on va donner que des consignes agréables pour que l'enfant il apprenne qu'une consigne, ça peut avoir un caractère positif. Et puis après, on va poser des consignes routinières. Donc, va te laver les mains, va mettre tes chaussures, des choses comme ça que l'enfant il entend tout le temps, qui sont simples, ou juste un mot au début, juste une action qui ne requiert pas beaucoup d'efforts. Et puis après, on va complexifier la consigne. Elle va peut-être demander un effort moteur plus important ou 2 étapes jusqu'à arriver... et puis aussi, on va la détacher du contexte parce que on va mettre tes chaussures, en général, c'est associé... dans tous les cas, l'enfant, il allait les mettre. C'est juste parce que c'est associé au moment de récréation. C'est juste qu'on veut peu à peu que nos consignes, elles prennent de la valeur. Jusqu'à arriver à des consignes qui ne sont pas spécialement évoquées par le contexte ou alors qui ne sont pas spécialement tout le temps agréables. Ensuite, concernant la communication fonctionnelle, donc on va, ce qui est attendu de l'enfant, donc on a pareil plusieurs situations. Donc une des situations d'enseignement, c'est que dans les 45 secondes qui suivent, une tâche qu'on a demandé à faire à l'enfant, un enfant... On va faire exprès de donner à l'enfant des tâches difficiles à faire. Il puisse demander, que ce soit par des mots, des signes, des images ou autre chose, sans s'énerver, de l'aide. Donc on va l'enseigner, on va faire exprès, par exemple, pendant des activités de jeu, le repas, etc., de demander à l'enfant de fermer un bouton de son manteau alors qu'il n'y arrive pas. Et on va attendre, voilà, il essaye, on voit qu'à un moment, il est un petit peu prêt à abandonner. Et là, on va guider. Et c'est là que la motivation, en fait, pour la demande d'aide, elle devient pertinente. C'est pas dès le début. Si l'enfant, au début, il essaye, sa motivation, c'est de réussir pour le moment, c'est pas de demander de l'aide. Quand on voit que, ok, ça devient difficile et qu'il va pas persister encore longtemps, là, on va guider, aide-moi, qu'il nous dise aide-moi. Et on va donner toute l'aide nécessaire. Et peu à peu, il va pouvoir le dire avec indépendance. Ça peut être aussi, on lui demande de nouer ses chaussures, d'ouvrir une boîte pendant le repas pour prendre un aliment. Mais c'est une boîte trop difficile à ouvrir.
ou alors de prendre quelque chose qui est placé, qu'il a envie de prendre, quelque chose qu'il aime, qui est placé en hauteur sur une étagère et il ne peut pas y accéder. De mettre un trombone sur des pages alors qu'au niveau de la motricité fine, il n'y arrive pas. Donc on va essayer comme ça de faire exprès de provoquer ces situations parce qu'on sait qu'on est là derrière pour enseigner la demande d'aide. Et que c'est mieux ça qu'une situation qui surgit de manière aléatoire où l'enfant n'a pas les outils qu'il faut. Ensuite, parmi les compétences de communication fonctionnelle, on va aussi créer des situations où l'enfant il a peu d'attention de l'adulte. Par exemple, l'adulte il parle avec un autre adulte, ou il fait semblant de téléphoner, ou il écrit, etc. Et donc, ce qu'on attend de l'enfant, c'est qu'il demande de l'attention en disant je sais pas, eh oh, s'il te plaît, en venant tapoter sur le bras de la personne, ou une autre manière, en tout cas, d'attirer l'attention de manière acceptable. Alors là, il faut être deux pour l'enseigner, ou alors il faut être au début proche, faire exprès de tourner un peu le dos, machin, alors que l'enfant, il aurait bien envie qu'on s'occupe de lui, guider, se retourner de manière très explicite vers l'enfant, et puis lui dire oui, qu'est-ce que tu veux, enfin vraiment se montrer très disponible, ou waouh, ce que tu es en train de faire, enfin bref, la forme d'attention que l'enfant recherche. Et puis on s'éloigne peu à peu, ou alors si on a quelqu'un d'autre qui est disponible, on peut directement être un peu plus éloigné, et puis la seconde personne qui enseigne, elle va guider l'enfant pour qu'il aille vers la personne ou pour qu'il l'interpelle. Ensuite, on va souhaiter que l'enfant il demande ce qui lui manque pour faire des activités. Donc, on va faire exprès de créer des situations où tout est disponible sauf certains éléments de l'activité, qui sont soit retenus, bloqués par l'adulte, soit... Enfin, ça va être dans les premières étapes pour que l'enfant voit que, en fait, ce truc, il existe et il ne doit pas faire sans. Mais, et peu à peu, il va devenir non visible. Par exemple, pendant une activité de peinture, on va sortir la peinture, les pots, la feuille, l'enfant aura son tablier, enfin bref, toute la situation, elle va être mise en place, mais on ne va pas donner le pinceau. Et que l'enfant puisse demander un objet manquant, en fait. Donc au début, on va être près de lui avec le pinceau, pour il a l'indice visuel qu'il peut faire la demande, et puis peu à peu, on va s'éloigner jusqu'à ce qu'il puisse demander un objet manquant sans que l'objet soit directement visible dans son environnement. Après, donc dans la communication fonctionnelle, on va aussi souhaiter qu'un enfant puisse demander, donc c'est un peu la même compétence que ce qui est attendu avant, demander quelque chose qu'il souhaite ou qui lui manque, mais à un autre enfant, à un camarade. Et donc, on va créer en fait une situation où il y a un enfant à côté de lui qui joue avec des jeux qu'il aime, ou alors qui a justement, par exemple, c'est son camarade qui va avoir le pinceau lors de l'activité peinture et il doit lui demander. Et on va guider du coup que l'enfant transfère sa compétence de savoir demander ce qu'il veut à l'adulte à un camarade. Voilà. Donc voilà pour le suivi d'instruction communication fonctionnelle. Ensuite, les situations pour enseigner tolérer l'attente. Donc l'enfant, il fait une demande pour accéder... Une des situations, donc c'est l'enfant fait une demande pour accéder à ce qu'il veut. Et puis nous, on va différer en fait cet accès. Et on va apprendre à dire à l'enfant, en gros, bon, OK, ou montrer un signe que il a compris que c'était pas disponible. Donc, ou s'il parle pas, OK, ça va, je veux bien accepter. Et on lui apprend en fait à patienter de plus en plus longtemps, jusqu'à par exemple 30 secondes. Souvent, c'est un bon critère pour des enfants qui ont assez peu de compétences, qui ne peuvent pas non plus avoir des stratégies de se répéter une phrase dans la tête, ou de compter le temps d'attente, ou enfin, voilà, des stratégies d'enfants plus avancées. S'ils les ont pas, on peut pas... c'est aussi difficile. Soit on met en place du coup l'accès à une autre activité. Par exemple, pendant ce temps-là, l'enfant il peut s'occuper avec un autre jouet. Ou si juste l'enfant il doit attendre pour attendre, au-delà de 30 secondes, ça commence à être difficile pour lui de se repérer quand est-ce que ça va être à nouveau disponible, et donc de ne pas rentrer dans un comportement défi. Donc l'enseignement, à nouveau, il faut le penser de manière graduelle. Au début, on va juste demander à l'enfant d'attendre 2 secondes. S'il accepte, je vais augmenter à 5 secondes. OK, 3 jours de suite, il accepte, là je vais augmenter à 15 secondes. Et puis peu à peu, voilà, je vais obtenir mon critère final. Ensuite, on va
en fait travailler à nouveau la même compétence mais avec un camarade. Donc le camarade, il demande quelque chose à un camarade et au début, et puis c'est pas disponible. Donc on va lui apprendre la même stratégie et on va le travailler de manière graduelle, augmenter le temps de manière graduelle en fonction des succès de l'enfant jusqu'à notre critère final. Au niveau des compétences d'amitié, donc voilà le merci, comme on avait vu, savoir dire merci dans les 5 secondes. En gros, c'est qu'on va donner en fait des choses à l'enfant. Pendant son repas, on va lui donner voilà, c'est son assiette, on va lui apporter la serviette pour essuyer ses mains, on va lui donner son objet préféré. Et puis en fait, au moment où on donne l'item, l'objet, l'aliment, peu importe, ce qu'il convoite, on va le retenir, en gros. On le donne, l'enfant l'a déjà un peu dans les mains, et on guide le merci, il dit merci, on le lâche et il y a accès. Hop, il dit merci, ou alors il signe merci. Ensuite, porter de l'attention à un enfant. Donc, on va créer comme situation un enfant qui rentre soit dans la classe, soit dans l'aire de jeu de l'enfant. Et puis, en fait, ce qu'on attend de l'enfant, c'est que dans les 10 secondes où l'enfant il est rentré dans son espace ou dans la classe, il puisse lui porter l'attention en disant bonjour ou un petit compliment, je sais pas, j'aime ton jouet, ou voilà, quelque chose. Et puis l'autre enfant, du coup... donc on va enseigner aussi à l'autre enfant à renforcer, soit il répond moi aussi j'aime machin, ou ah bonjour, tiens t'as vu j'ai ça, puis il partage, bref, quelque chose qui peut être renforçant pour l'enfant, à dire justement, à signaler, à ces comportements de signalement de la présence d'un autre enfant. Et puis une compétence plus compliquée, qui est réconforter une personne, lui demander par exemple tout va bien, si elle s'est fait mal. Alors ce qui est dur, c'est déjà que forcément il y a un déficit de l'empathie dans l'autisme, donc repérer les situations, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, il va falloir enseigner à l'enfant à repérer que quelqu'un d'autre s'est fait mal ou ne va pas bien, et donc là c'est pas forcément évident. Et je pense que, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, ça reste quand même une compétence plus évidente pour des enfants non porteurs d'autisme. Mais on voit voilà, que toutes ces stratégies, finalement, ces compétences de vie qui sont attendues en maternelle par des enfants ordinaires, nous aussi, on peut les attendre de la part d'enfants avec autisme, et qu'on peut créer des situations pour les enseigner. C'est toujours la même stratégie, c'est on met en place la situation, on enseigne de manière graduelle, de moins d'efforts, avec beaucoup de renforcement, à plus d'efforts, avec des conditions de renforcement plus naturelles. Et puis, cette progression a lieu en fonction des succès de l'enfant.